Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal Votre Rendez-vous de l'Info Quotidien. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Anifar Aman, a annoncé que la communauté de l'ASEAN, qui comprend la communauté sécurité et politique, la communauté économique et la communauté socio-culturelle, allait être mise en place officiellement jeudi. Monsieur Aman dit qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans l'histoire du bloc et que la Malaisie, assumant actuellement la présidence tournante de l'ASEAN, a réalisé avec succès ses objectifs avec le soutien et la coopération des autres membres de l'organisation pour établir la communauté de l'ASEAN et pour développer la communauté de l'ASEAN de l'après 2015. L'organisation avait annoncé en novembre, lors de son 27e sommet, la création pour le 31 décembre de cette année de cette communauté de l'ASEAN. Le président Raúl Castro a demandé aux Cubains de se préparer à une année difficile en raison des prévisions de ralentissement économique dans le pays en 2016. La situation économique mondiale morose devrait peser sur l'économie et la hausse des revenus du tourisme ne sera pas suffisante pour compenser ces pressions baissières. Pour la plupart des Cubains, 2015 a démarré en fanfare avec le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis, espoir de bénéfices économiques rapides. La répercussion la plus immédiate de ce rétablissement a été la hausse du nombre de touristes, à la fois américains, qui venaient pour la première fois, et européens, désireux de voir Cuba avant que le pays ne change. L'argent envoyé par les émigrés cubains partis aux États-Unis a également contribué aux 4% de croissance économique de 2015. Mais lors d'une session de l'Assemblée nationale, le président Raúl Castro a averti qu'en 2016, la croissance pourrait être réduite de moitié. El próximo año continuará creciendo el Producto Interno Bruto. L'an prochain, le produit intérieur brut va continuer d'augmenter, mais à un taux moins élevé de 2%, conséquence des limitations financières associées à la chute des recettes des exportations traditionnelles, telles que le nickel. La chute des cours du pétrole réduit le coût des importations, mais ceci est compensé par la dégradation de la situation économique et politique du principal allié et partenaire commercial de Cuba, le Venezuela. Ce dernier fournit des milliards de dollars de pétrole bon marché à Cuba en échange de médecins et d'autres professionnels, mais les paiements sont basés sur le cours du pétrole. Si notre relation avec le Venezuela est affectée, nous allons devoir procéder à des ajustements. Il existe des plans pour réduire les importations et la consommation d'énergie en 2016, et cela va peser sur la production. Lors de son discours à l'Assemblée nationale, Raúl Castro a appelé le président américain Barack Obama à faire usage de ses pouvoirs exécutifs pour assouplir l'embargo américain contre Cuba. Par ailleurs, la prudence des réformes économiques menées par l'île est également remise en question. Tous les yeux sont tournés vers le congrès du Parti communiste de l'an prochain, dans l'espoir que de nouveaux changements soient annoncés. Le deuxième cycle de baisse de tarifs douaniers prescrite par l'accord de libre-échange de la Chine avec la Corée du Sud et l'Australie prendra effet demain, le 1er janvier 2016. La première baisse a eu lieu le 20 décembre. Davantage de produits seront couverts par ces mesures comme les machines, les produits électroniques et les produits agricoles. Les consommateurs et les entreprises devraient largement bénéficier de ce deuxième cycle de baisse en faisant de substantielles économies. Les accords de libre-échange avaient été signés en juin après de nombreuses années de négociations. Ils ont pour but à terme d'éliminer les barrières douanières pour stimuler le commerce international. L'or se reprenait d'un plus bas historique au début du mois. Les analystes s'attendent à un prochain rebond plus marqué pour le métal précieux. Nous nous sommes rendus dans des boutiques de la capitale chinoise pour interroger des acheteurs et des analystes sur la tendance. Nous sommes à la bijouterie Tsaibai, la boutique la plus populaire pour le tape à l'œil. Les clients s'adonnent à la pêche de fond de dernière minute. Le responsable du magasin a indiqué que l'or au niveau mondial a commencé sa reprise depuis décembre, mais que le prix actuel est toujours relativement bas et que c'est pour cela que les ventes ont connu un regain de 30% ce mois-ci. Certaines autres bijouteries ont même fait état d'un bond de 50% lors des ventes de décembre. J'achète un lingot de 100 grammes d'or de bonne qualité pour couvrir la mauvaise performance de l'investissement que j'ai fait. J'achète 200 grammes, je suis susceptible d'accroître mon fonds d'or si la hausse de l'or se poursuit.
Un analyste confirme la perspective positive. La vigueur du rebond de l'or dépend du rythme de la hausse des taux d'intérêt américains. Jusqu'à présent, les indices montrent qu'une hausse des taux d'intérêt est improbable au premier trimestre de 2016. Donc ils ne vont pas réduire les gains de l'or et les prix de l'or vont continuer à s'affermir. Pour les investisseurs de détail, le changement de prix de l'or attendu semble suffisant pour les pousser à vendre. Nous pensons qu'il y aura une hausse de 50% de la revente de l'or par des clients qui ont acheté le métal au prix bas actuel. Toujours en Chine, alors que la réunion du groupe de réforme vient tout juste de se conclure, le plan de réforme pour l'année prochaine mettra l'accent sur le développement. Cela alors que la Chine est confrontée à des défis croissants liés à la pollution et à la détérioration écologique. La qualité de l'air s'est beaucoup améliorée de janvier à octobre. La concentration moyenne de particules PM2,5 a baissé de 10,7% dans 74 villes par rapport à l'année dernière. Mais depuis l'arrivée de l'hiver, certaines zones du nord-est de la Chine et la région Beijing, Tianjin, Hebei en particulier ont connu plusieurs jours de forte pollution de l'air avec des taux de particules PM2,5 qui ont atteint plusieurs fois des niveaux extrêmes. La protection de l'environnement est une question prise très au sérieux par le groupe de réforme. Peu de temps après la formation de ce groupe, une proposition a été passée lors de sa seconde réunion en février 2014 afin de punir plus sévèrement les pollueurs et pour renforcer la protection de l'eau et des forêts. En décembre de cette année, le groupe a fait passer un plan pour encourager l'exploration de nouvelles méthodes pour protéger le système écologique. En juillet de cette année, davantage de mesures ont été mises en place, dont un système d'inspection de l'environnement et de punition contre les fonctionnaires responsables de sa dégradation. Autre résultat de cette réunion, la mise en place d'un système d'audit tenant responsables les fonctionnaires sortants. Pour l'industrie chinoise du tourisme, l'année a débuté en fanfare avec des chiffres prometteurs et se termine de la même manière. Durant la fête du printemps de cette année, le nombre de voyageurs à partir à l'étranger a dépassé pour la première fois celui des touristes intérieurs, et comptant pour plus de 60% de tous les voyageurs. Et alors que de plus en plus de personnes planifient sur leur projet bien à l'avance, c'est bien cette activité en ligne qui a explosé. Gu Bin envisage d'emmener sa famille en vacances sur une île durant la prochaine fête du printemps. Il s'est déjà rendu en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande cette année. Il déclare qu'il est désormais plus facile de réserver un voyage en ligne. Les agences de voyage traditionnelles ont leurs propres avantages. De façon comparative, elles ont plus d'expérience et facilitent la communication face à face. Mais en termes de prix et de capacité à connaître ce qui est disponible, les services en ligne sont les meilleurs. La première agence de voyage en ligne du pays, Ctrip, a constaté une croissance de 50% de ses recettes au troisième trimestre de cette année, atteignant 3,4 milliards de yuan. Et la plupart de son activité est effectuée soit en ligne, soit par le biais de son application officielle. Nous avons réalisé que cette application est bonne pour répondre aux demandes des consommateurs qui veulent juste choisir et partir. Donc beaucoup de locations de véhicules et d'achat de tickets pour les attractions touristiques se font par le biais de l'application, en particulier durant les vacances. Nous étudions les données et ajouterons davantage de fonctions à cette application. Lui déclare qu'il s'agit là d'un modèle totalement différent de ce qu'était l'entreprise il y a 16 ans. La plupart de son activité se faisait par le biais de centres d'appel. D'autres agences de voyage sur Internet déclarent qu'elles constatent également une forte croissance du commerce en ligne, alors qu'elles luttent pour abaisser leurs coûts et leurs prix. La chaîne d'approvisionnement de l'industrie du tourisme est très longue, ce qui élève nos coûts et peut rendre cela difficile pour les besoins des consommateurs. Nous pouvons accroître notre efficacité et améliorer l'expérience des consommateurs en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement. Au mois d'octobre, le montant de nos ventes directes est passé de 20 à 30%. Même les anciennes agences de voyage se mettent à l'ère d'Internet. Spring Tour a lancé son site officiel en 2008, plus de 25 ans après son établissement. Les responsables de Spring Tour déclarent que cette année, leur activité a connu une croissance record. Les recettes de notre commerce en ligne dépassent désormais les 900 millions de yuan par an. Nous avons vu un changement dans le comportement des consommateurs alors que la société s'est développée et de nombreux consommateurs aiment réserver des programmes de voyage par le biais d'Internet.
Par exemple, pour le 11 novembre, nous avons fait plus de 10 millions de yuans de réservations en quelques minutes. Il s'agit là d'une nouvelle opportunité pour des agences de voyage comme la nôtre. L'année prochaine, la plupart des agences de voyage espèrent se concentrer sur les voyages familiaux en raison de l'ouverture de Disneyland. Beaucoup d'entre elles tentent de développer leurs affaires en offrant simplement des séjours touristiques. Spring Tour prévoit d'ouvrir des boutiques duty-free au Japon et Tongchang Travel pense s'inspirer de Spring et lancer sa propre compagnie aérienne. Vous êtes sur CCTV français, on continue notre journal. L'armée irakienne a sécurisé la banlieue de Ramadi 3 jours après avoir chassé les djihadistes de Daesh du centre de la ville. Mais la situation n'est pas encore revenue à la normale dans la capitale de la province d'Al-Anbar. Environ 700 combattants de Daesh seraient encore cachés dans le centre et la banlieue est de Ramadi. Les djihadistes ont également posé de nombreux explosifs le long des rues et des bâtiments de la ville. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a ordonné que les explosifs soient retirés le plus vite possible et que les services publics de base soient restaurés pour permettre le retour des civils. L'ONU estime à 20 millions de dollars américains le coût de la reconstruction de la ville. La reconquête de Ramadi est un tournant dans la guerre de l'Irak contre Daesh qui, en 2014, avait conquis un tiers de l'Irak. L'armée syrienne est entrée dans une ville détenue par les rebelles dans la province de Dera, dans le sud du pays, et s'est emparée de la place principale à Sheikh Maskin. La Russie a mené une campagne de frappes aériennes intenses dans le sud en soutien des troupes syriennes. Sheikh Maskin se trouve sur une importante route d'approvisionnement entre Damas et Dera. 3 mois de frappes aériennes russes ont fait 655 morts dans les rangs du groupe État islamique. Les frappes auraient aussi fait 924 morts chez les combattants de l'opposition soutenue par les États-Unis. En Syrie, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. À l'occasion de cette fin d'année, faisons le bilan de ces évolutions au cours de cette année 2015. Pour la Syrie, l'année 2015 a débuté sur une note positive. Le 26 janvier, les soldats kurdes libèrent la ville de Kobané après 4 mois de combats intensifs contre Daesh. Le groupe État islamique a perdu près d'1 millier de combattants pendant l'offensive, contre 300 pour les Kurdes. Le 1er avril, Daesh a envahi le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Après des combats contre l'opposition syrienne, il prend le contrôle de la majeure partie du camp. Celui-ci n'est situé qu'à 9 km du centre de Damas. Daesh n'avait jamais été aussi près de la capitale. Le 25 avril, les rebelles, dont le front Al-Nosra lié à Al-Qaïda, capturent Disl al-Shouroul, la dernière grande ville tenue par le gouvernement dans la province d'Idlib. Désormais, la province côtière de Latakia, fief du président Bachar el-Assad, est à portée de main des rebelles. Le 20 mai, Daesh prend la cité archéologique de Balmir, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement tente de reprendre la ville, mais craint que les armes lourdes n'endommagent les reliques. Les mois suivants, les extrémistes détruisent des monuments historiques qu'ils qualifient de blasphématoires. Le 1er août, l'armée syrienne et les forces kurdes délogent Daesh de la ville d'Assaké. La province d'Assaké était entourée de zones contrôlées par Daesh et l'approvisionnement ne pouvait être envoyé que par avion. Le 30 septembre, la Russie lance une campagne de frappes aériennes contre le groupe État islamique et les autres groupes terroristes en Syrie. L'implication de Moscou change la dynamique du conflit et l'armée syrienne regagne du terrain. Le 24 novembre, la Turquie abat un avion de chasse russe près de sa frontière avec la Syrie, en affirmant qu'il a violé son espace aérien. Moscou nie ces accusations et qualifie cette action de coup de couteau dans le dos. Au cours de l'année passée, les grandes puissances mondiales ont cherché à se forger une relation durable avec l'Afrique. Les grands leaders du monde se sont rendus sur le continent où ont accueilli les dirigeants africains chez eux. Retour sur une année de séduction avec ce petit rétrospective. Pour la première fois, le continent joue les hôtes pour le 6e forum de coopération Chine-Afrique. Les dirigeants et les investisseurs convergent vers Johannesburg en Afrique du Sud. Lors des 5 derniers sommets, la Chine a toujours doublé son aide financière au développement.
La réalisation d'un développement inclusif et durable en Afrique s'articule autour de l'action industrielle. Une industrialisation qui détient la clé de l'emploi, de l'éradication de la pauvreté et de l'amélioration du niveau de vie. La voie de l'Afrique vers l'industrialisation ne peut être trouvée que par les Africains eux-mêmes, à travers leurs pratiques et leur exploration. La Chine espère sincèrement partager son expérience avec les pays africains et est désireuse de fournir du capital technologique ainsi qu'une assistance personnelle en soutien à l'industrialisation de l'Afrique. Les investisseurs d'Amérique, conscients des possibilités représentées par l'Afrique, se sont aussi lancés dans cette voie par le biais du sommet Global Entrepreneurship. Le Kenya a ainsi accueilli le président américain Barack Obama, qui n'a pas eu assez de mots pour dire l'importance qu'il accorde à l'Afrique. Africa is on the move. Africa is one of the fastest growing regions of the world. L'Afrique est sur la bonne voie. Les gens sortent petit à petit de la pauvreté. L'Afrique doit devenir le moteur de la croissance mondiale. L'Inde, en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde, travaille à rattraper la Chine, qui jouit d'un commerce extérieur avec l'Afrique 3 fois plus élevé que ses propres 72 milliards de dollars. Quand il a reçu les dirigeants africains en octobre, le Premier ministre Narendra Modi a promis 7,4 milliards de dollars de prêts et 1,2 milliard d'aides depuis le premier sommet Inde-Afrique de 2008. Par ailleurs, l'Union européenne a elle aussi encouragé le commerce avec l'Afrique en signant des accords avec 7 régions du continent. Les accords de partenariat économique, tel est leur nom, permettent un commerce détaxé, mais beaucoup de pays africains disent qu'ils n'ont pour autre but que d'inonder les marchés de produits européens. L'UE insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et qu'il existe de nombreuses clauses qui protègent les producteurs africains. D'autres espoirs ont été avivés par la réunion en Afrique de 162 membres de l'OMC. Les ministres des pays de l'organisation sont tombés d'accord sur un retrait des subventions, immédiatement pour les nations développées et en 2018 pour les pays en développement. La décision d'aujourd'hui s'attaque au problème une fois pour toutes. Elle retire les distorsions dues aux subventions causées sur les marchés agricoles, aidant à aplanir le terrain pour le plus grand bénéfice des fermiers et des exportateurs dans les pays développés et moins développés. On le voit, l'Afrique s'est fait courtiser de toutes parts en 2015. Le continent attend maintenant des retours positifs de toutes ces belles promesses. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Abdous de votre fidélité. Bonne année.